Bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo sur la classification. La dernière fois, j'ai coupé de court pendant que je vous présentais quelques sous-classes. On va donc repartir là-dessus avant d'évoquer la différenciation par la dangerosité. Générique. Entrons donc directement dans le vif du sujet en parlant des psychédéliques. Ils représentent donc une sous-classe de la grande famille des hallucinogènes et sont entrecoupés avec les stimulants et les neuroleptiques. Contrairement aux dissociatifs, les hallucinations causées par les psychédéliques sont souvent visuellement très colorées, avec des distorsions, etc. Comme une sorte de modification avec des filtres. Ils perturbent les 5 sens en créant par exemple dans le cas de la mescaline de la synesthésie, c'est-à-dire entendre les couleurs, voir les odeurs et autres. Cependant, comme les psychédéliques sont généralement aussi des stimulants, on peut avoir un effet d'euphorie et d'augmentation de l'humeur, comme dans le cas de la MDMA qui peut d'ailleurs provoquer des hallucinations à forte dose. Je vous ai parlé dans la première partie des opioïdes qui sont des dépresseurs, des benzodiazépines qui sont principalement des neuroleptiques, et aujourd'hui je vous ai parlé des psychédéliques qui sont des hallucinogènes. Il reste donc une grande classe que nous n'avons pas traitée et qu'on va devoir traiter aujourd'hui, c'est celle des stimulants. On va parler des méthylxanthines. Ce nom peut-être ne vous dit rien, mais c'est quasiment sûr que vous en avez tous déjà pris. En effet, c'est dans ce groupe qu'on retrouve notamment la caféine, qu'on trouve dans plein de sodas, dans le café, dans le thé, etc. Je préparerai une vidéo ou peut-être même une série sur le café et la caféine car c'est un sujet très intéressant qui mérite d'être détaillé beaucoup plus. Bon, maintenant qu'on est revenu sur quelques sous-classes d'effets, on peut parler de la classification par la dangerosité. Pour définir la dangerosité, nous nous baserons sur 5 critères. Ceux-ci proviennent du rapport Rock, écrit en 1998. Ce rapport tient son nom de Bernard Rock, un chercheur français en sciences des biochimies. Il est également professeur à l'université Paris-Descartes. Dans son rapport de 207 pages, on trouve un tout petit tableau comportant 5 lignes et 8 colonnes. On peut critiquer la pertinence de ce tableau car à mon avis il ne prend pas assez de psychotropes en compte. En effet, vous vous rendez bien compte que 8 colonnes sont beaucoup trop peu pour décrire tous les psychotropes qui existent. Sa limite descriptive repose surtout dans le fait qu'il ait regroupé certains psychotropes en catégories, cannabinoïdes ou benzodiazépines, avec une colonne pour l'héroïne qui est censée regrouper les opioïdes, alors que tous les psychotropes ne sont pas comparables en termes d'impact sur l'individu. Par exemple, la codéine n'a pas le même impact sur l'individu que l'héroïne, et c'est stupide de les classer dans le même panier. Un autre problème vient du fait que la MDMA est une seule colonne, alors que le plus gros problème de salubrité qui vient de cette drogue réside dans les produits avec lesquels elle est coupée. Et nous y reviendrons sûrement dans une autre vidéo. Maintenant qu'on a bien critiqué Bernard Rock quant à la pertinence des colonnes de son tableau, nous allons pouvoir un peu mieux apprécier son travail en soulignant la pertinence des critères de classification qu'il a choisis. Décrivons-les donc. La dépendance physique. C'est un état dans lequel se trouve un individu addict à une certaine substance. En cas de manque, cette dépendance se caractérise par une flopée de symptômes physiques parfois graves. L'ensemble de ces troubles est appelé syndrome de sevrage. Les fumeurs connaissent bien ça. La dépendance psychique. Aussi connu sous le nom de craving, c'est un besoin irrépressible de consommer une substance ou d'accomplir une action qui éveille notre système de récompense. Ce type de dépendance ne s'applique pas qu'à des molécules, car on la retrouve dans l'addiction au sexe ou au jeu d'argent par exemple. La neurotoxicité. Ce critère se base sur l'impact que va avoir une substance sur le système nerveux. Le plomb, l'aluminium ou l'arsenic sont par exemple des neurotoxiques. Les effets d'un neurotoxique sur le corps vont des troubles sensoriels à la bonne et simple mort par paralysie des muscles respiratoires. Comme on est dans une série qui s'appelle Addiction, une substance qu'on a presque tous déjà consommée est nommée comme un des psychotropes les plus neurotoxiques. Cette drogue est totalement légale, et c'est l'alcool. On en parlera sûrement dans de prochaines vidéos. La toxicité générale. Celle-ci, contrairement à la toxicité, ne s'attarde pas particulièrement sur le système nerveux, mais sur le corps entier, car elle définit la capacité qu'a une substance à provoquer des effets néfastes sur la santé. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir citer comme exemple de psychotrope très toxique ? Ah oui, encore quelque chose d'absolument légal, le tabac.
La dangerosité sociale, le dernier critère de Professeur Rock. Et pas des moindres, celui-ci tente de mesurer l'impact que va avoir un individu sous l'effet d'une substance sur le reste de la société. L'héroïne et la cocaïne sont de bons exemples pour ce critère. Mais c'est sans compter sur la très bonne place de ce superbe liquide qui coule à flot sur la place Saint-Pierre. Je ne parle pas de l'urine, mais bien de l'alcool encore une fois. Sérieusement, j'aime bien l'alcool, mais pourquoi c'est encore légal ? Un critère intéressant à ajouter serait celui de la tolérance, car il joue un très grand rôle dans l'addictivité de pas mal de substances. Car c'est souvent à cause de la tolérance qu'on est obligé de monter la dose, pour avoir les mêmes effets ou le même soulagement après avoir pris la drogue. C'est aussi malheureusement un détail important dans l'overdose. Car en effet, plus on augmente la dose, plus on se rapproche de la dose létale. D'ailleurs, même si l'overdose est un peu prise en compte dans la toxicité générale, ce serait très intéressant de pouvoir en faire un critère à part entière. J'espère que vous avez bien suivi cette vidéo, car dans les prochaines où je parlerai des substances psychotropes, nous nous servirons de ces critères, les critères abordés dans les deux parties. Quoi qu'il arrive, je les mettrai en fiche, mais j'espère que vous les aurez quand même bien suivis, car vous en aurez besoin pour bien tout comprendre. Il va de soi que j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelques petites choses. Si vous l'avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous, et au revoir.